Le ciel d'un bleu pâle et uniforme s'étendait au-delà des hublots de l'appareil. Cette voûte céleste qui semblait promettre la paix et la tranquillité aux voyageurs enfermés dans ce tube métallique, filant à travers les nuées. Pourtant, au sein de la cabine de première classe, un trouble profond et déchirant venait perturber l'atmosphère feutrée que l'on s'attendrait à trouver en de tels lieux. Les pleurs d'une enfant aiguë et désespérée résonnaient avec une intensité qui faisait sursauter même les passagers les plus endurcis, ceux qui avaient traversé océans et continents avec une indifférence blasée. Damien Beaufort, président-directeur général d'un empire technologique dont le nom figurait régulièrement dans les colonnes du Financial Times et du Wall Street Journal, homme dont la fortune se comptait en milliards et dont les décisions pouvaient faire trembler des marchés entiers, se trouvait dans un état de panique absolue. Lui qui avait négocié avec des magnates chinois, tenu tête à des investisseurs new-yorkais impitoyables, qui avait bâti son empire pierre après pierre avec une détermination de fer, se révélait complètement démuni face aux larmes intarissables de sa fille Apolline, âgée de 4 ans à peine. L'enfant, assise sur le siège luxueux à côté de son père, le visage écarlate et mouillé de larmes, sanglotait avec une violence qui semblait menacer de la consumer entièrement. Ses petits poings serrèrent la ceinture de sécurité comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage dans un océan tumultueux. Damien, les cheveux habituellement impeccablement coiffés maintenant dérangés par ses mains anxieuses qui les parcouraient sans cesse, avait épuisé tout son répertoire paternel. Il avait tenté de la distraire avec sa tablette électronique dernier cri, lui avait offert des bonbons, avait essayé de lui raconter des histoires, avait même supplié, oui, lui, Damien Beaufort, avait supplié sa fille de se calmer. Rien n'y faisait. Les regards des autres passagers de première classe pesaient sur lui avec une lourdeur presque tangible. Il sentait leur irritation, leur jugement silencieux, leur désapprobation contenue derrière des sourires crispés et des soupirs à peine étouffés. Une femme élégante, couverte de bijoux qui scintillaient même dans la lumière tamisée de la cabine, avait tourné sa tête plusieurs fois dans leur direction, ses lèvres pincées en une moue de mécontentement évident. Un homme d'affaires corpulent, dont le costume 3 pièces semblait le comprimer dangereusement, avait demandé à une hôtesse de l'air si l'on ne pouvait pas faire quelque chose concernant ce vacarme intolérable. Damien ressentait une impuissance qui lui était totalement étrangère. Dans son univers professionnel, chaque problème avait une solution. Chaque obstacle pouvait être surmonté avec suffisamment de ressources et de stratégie. Mais ici, face à cette petite créature dont les cris perçants semblaient ne jamais devoir s'arrêter, il se sentait aussi démuni qu'un novice face à une équation complexe sans aucune formation mathématique. Sa chemise, d'un blanc immaculé au départ, était maintenant froissée et légèrement humide de sueur. Ses mains tremblaient imperceptiblement, ce tremblement que seul un observateur attentif aurait pu remarquer. « Apolline, ma chérie, s'il te plaît » murmura-t-il pour la 100e fois peut-être, sa voix teintée d'un désespoir qu'il ne se connaissait pas. « Papa est là, tout va bien, nous allons bientôt arriver. » Mais l'enfant ne l'entendait pas, perdue qu'elle était dans sa propre tempête émotionnelle, cette tourmente intérieure que seuls les très jeunes enfants peuvent expérimenter, avec une telle intensité brute et non filtrée. Elle pleurait comme si son cœur allait se briser, comme si le monde entier s'effondrait autour d'elle, et dans son univers de 4 ans, c'était peut-être exactement ce qui se passait. Damien se rappelait encore le moment, quelques heures auparavant, où tout avait basculé. Ils étaient à l'aéroport dans le salon privé réservé aux voyageurs de première classe, et Apolline avait laissé tomber son doudou préféré, ce lapin en peluche usé qu'elle traînait partout depuis sa naissance, un objet qui avait absorbé tant de larmes, de rires, de secrets chuchotés dans le noir. Dans la bousculade de l'embarquement, malgré ses recherches frénétiques et l'aide du personnel de l'aéroport qu'il avait mobilisé avec l'urgence d'un chef d'État en crise, le lapin n'avait jamais été retrouvé. Apolline avait d'abord semblé accepter la situation avec une résignation étonnante pour son âge, mais une fois dans l'avion, une fois que la réalité de la perte s'était véritablement imposée à elle, le barrage avait cédé. À quelques rangées derrière eux, dans la section économique de l'appareil, là où les sièges étaient plus étroits et où l'espace personnel se réduisait à sa plus simple expression, se trouvait Clara Fontaine, cette jeune femme de 28 ans, aux cheveux châtains sagement tirés en un chignon bas, aux lunettes rondes qui lui donnaient un air studieux et légèrement démodé, était l'incarnation même de la discrétion. Vêtue d'un cardigan beige sur un chemisier blanc et d'une jupe mi-longue d'un gris neutre, elle aurait pu passer inaperçue dans n'importe quelle foule, et c'était précisément ainsi qu'elle préférait les choses.
Clara travaillait comme bibliothécaire dans une petite bibliothèque de quartier à Lyon, un lieu paisible où les journées s'écoulaient au rythme du bruissement des pages tournées et des chuchotements respectueux des lecteurs. Elle adorait son travail avec une passion tranquille mais profonde, trouvant dans l'organisation méthodique des livres, dans l'aide discrète apportée aux usagers cherchant une référence ou une histoire, une satisfaction qui nourrissait son âme introvertie. Les livres étaient ses compagnons les plus fidèles, ses confidents silencieux, et elle se sentait infiniment plus à l'aise en leur compagnie qu'au milieu des interactions sociales complexes et épuisantes du monde extérieur. Ce vol vers Paris était exceptionnel pour elle. Habituellement, Clara évitait les voyages, préférant la familiarité rassurante de son appartement modeste avec ses étagères débordantes de livres, son fauteuil confortable près de la fenêtre, où elle passait ses soirées plongées dans des romans du XIXe siècle. Mais sa sœur aînée, Mathilde, se mariait dans 3 jours, et malgré son anxiété concernant les grands rassemblements familiaux et les célébrations bruyantes qui l'attendaient, Clara n'aurait manqué cet événement pour rien au monde. Elle avait économisé pendant des mois pour s'offrir ce billet d'avion, renonçant à acheter de nouveaux livres, limitant ses sorties déjà rares au strict minimum. Assise près du hublot, un roman de George Eliot ouvert sur ses genoux, Clara tentait de se concentrer sur les péripéties de Dorothea Brooke dans Middlemarch, mais les pleurs persistants de l'enfant en première classe traversaient les cloisons avec une clarté troublante. Elle avait d'abord essayé de les ignorer, plongeant plus profondément dans sa lecture, mais quelque chose dans ses sanglots, une note particulière de détresse authentique, touchait une corde sensible en elle. Clara avait toujours eu une affinité naturelle avec les enfants, malgré sa timidité paralysante avec les adultes. À la bibliothèque, c'était elle qui organisait les heures du conte pour les tout-petits, et elle voyait ses petits visages levés vers elle, ses yeux brillants d'attention, comme un public bien plus accueillant que n'importe quelle assemblée d'adultes ne pourrait jamais l'être. Les enfants ne jugeaient pas son introversion, ne trouvaient pas étrange qu'elle préfère parler de personnages de fiction plutôt que d'elle-même. Ils acceptaient simplement sa présence douce et ses histoires captivantes. Les pleurs continuaient, inlassables, et Clara sentait son cœur se serrer de sympathie pour cette petite âme en détresse. Elle ferma son livre, marquant soigneusement la page avec un marque-page artisanal qu'elle avait confectionné elle-même, et resta un moment immobile, les mains jointes sur ses genoux, débattant intérieurement. L'idée de se lever, de s'aventurer en première classe, de s'imposer dans la vie de parfaits inconnus, la terrifiait absolument. Son pouls s'accéléra rien qu'à y penser. Que dirait-elle? Comment pourrait-elle justifier son intrusion? Et si on la repoussait avec mépris? Si on la prenait pour une folle qui se mêle de ce qui ne la regarde pas? Mais les pleurs ne cessaient pas. Cette pauvre enfant souffrait. Cela ne faisait aucun doute. Et quelque chose au plus profond de Clara, quelque chose de plus fort que sa timidité chronique, la poussait à agir. Elle se rappelait les paroles de Jane Eyre, cette héroïne qu'elle admirait tant. « Je ne suis pas un oiseau, et aucun filet ne m'emprisonne. Je suis un être humain libre avec une volonté indépendante. » Certes, Charlotte Brontë parlait d'amour et d'émancipation, mais n'était-ce pas aussi une question de courage face à ses propres limites? Clara inspira profondément, ses doigts tremblants lissant machinalement sa jupe. Elle se leva avec une détermination vacillante, tenant son sac en bandoulière contre elle comme un bouclier protecteur. L'allée étroite de la classe économique s'étendait devant elle tel un chemin périlleux, et chaque pas vers l'avant de l'avion lui demandait un effort considérable. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il ne soit audible pour les passagers qu'elle longeait. Une hôtesse de l'air, une jeune femme au chignon impeccable et au sourire professionnel, l'arrêta alors qu'elle approchait du rideau séparant les 2 classes. « Madame, puis-je vous aider? Votre siège est en classe économique. » La voix était polie mais ferme, portant ce ton d'autorité indiscutable que le personnel de bord maîtrise si bien. Clara sentit ses joues s'enflammer, cette rougeur familière qui la trahissait toujours dans les moments de stress. Elle ouvrit la bouche mais aucun son n'en sortit d'abord. Elle déglutit péniblement, rassemblant tout son courage. « Je sais, madame », réussit-elle finalement à articuler d'une voix à peine audible, si basse que l'hôtesse dut se pencher légèrement pour l'entendre. « Mais j'entends cet enfant pleurer depuis si longtemps et je crois que je pourrais peut-être aider. Je travaille avec des enfants. Je ne veux pas m'imposer. Mais si je pouvais juste… » L'hôtesse la jaugea du regard, son expression oscillante entre le scepticisme et une certaine compassion. Les pleurs continuaient en arrière-plan, un accompagnement sonore qui plaidait la cause de Clara mieux que n'importe quel argument. « Attendez ici un instant », dit finalement l'hôtesse avant de disparaître derrière le rideau.
Clara resta plantée là, les jambes tremblantes, se demandant si elle n'avait pas commis une terrible erreur. Peut-être devrait-elle faire demi-tour maintenant, retourner à son siège, à son livre, à sa vie tranquille où elle ne dérangeait personne. Mais avant qu'elle ne puisse battre en retraite, l'hôtesse réapparut et lui fit signe d'avancer. « Le père accepte votre aide, mais soyez brève, s'il vous plaît. » Clara franchit le rideau comme on traverse un portail vers un autre monde. La première classe était effectivement différente, plus spacieuse, plus luxueuse, baignée d'une lumière plus douce. Et là, au troisième rang, elle vit l'homme et l'enfant. L'homme était grand, même assis on pouvait le deviner, avec des traits ciselés qui auraient pu appartenir à un mannequin de magazine, mais qui étaient maintenant marqués par l'épuisement et l'inquiétude. Ses yeux d'un gris tempête se levèrent vers elle avec un mélange d'espoir désespéré et de méfiance. La petite Apolline, dont le visage était si rouge et gonflé qu'on aurait pu croire qu'elle avait pleuré pendant des heures, ce qui était d'ailleurs le cas, tourna à peine la tête vers cette nouvelle présence. Ses sanglots continuaient, implacables, comme une marée qui refuse de se retirer. Clara s'approcha lentement, avec la prudence d'une biche s'avançant dans une clairière inconnue. Elle s'agenouilla dans l'allée, mettant ses yeux au niveau de ceux de l'enfant, un geste qu'elle avait appris au fil de ses années passées à lire des histoires aux tout petits à la bibliothèque. On ne s'impose jamais à un enfant en détresse. On se fait petit, on se met à sa portée, on devient moins menaçant, plus accessible. « Bonjour », murmura Clara d'une voix douce comme du velours, si différente du ton nerveux avec lequel elle avait parlé à l'hôtesse quelques instants auparavant. Avec les enfants, quelque chose en elle se transformait. Une aisance naturelle remplaçait son anxiété habituelle. « Je m'appelle Clara. Comment t'appelles-tu » L'enfant ne répondit pas immédiatement, mais ses pleurs diminuèrent légèrement en intensité, comme si cette nouvelle voix, douce et dénuée de toute impatience ou irritation, avait percé le voile de son chagrin. Damian observait la scène avec une expression où se mêlait incrédulité et un début d'espoir qu'il n'osait pas encore nourrir complètement. Apolline réussit finalement à articuler la petite entre deux sanglots, sa voix brisée et tremblante. « Mon lapin ». Et les pleurs reprirent de plus belle, comme si prononcer ces mots avait rouvert une plaie à peine cicatrisée. Clara hocha la tête avec une compréhension qui n'avait rien de fin. Elle savait, oh comme elle savait, ce que signifiait la perte d'un objet cher, d'un compagnon irremplaçable. N'avait-elle pas elle-même, à l'âge de 7 ans, pleuré pendant des jours la disparition de son ours en peluche que sa grand-mère lui avait offert avant de mourir ? « Tu as perdu ton lapin », dit Clara, énonçant le fait avec une gravité qui validait complètement le chagrin de l'enfant, sans minimiser sa douleur, sans lui dire que ce n'était qu'un jouet ou qu'on pourrait en acheter un autre. C'est très triste de perdre quelqu'un qu'on aime beaucoup. Tu devais l'aimer énormément, ton lapin. Apolline renifla bruyamment et hocha la tête, ses grands yeux bruns maintenant fixés sur cette dame gentille, qui comprenait, qui ne lui disait pas d'arrêter de pleurer, qui ne semblait pas fâchée contre elle. Il s'appelait Pompon, dit-elle d'une voix étranglée, et il était tout doux, et il dormait avec moi tous les soirs, et maintenant il est tout seul quelque part, et il doit avoir peur, et... Les sanglots menacèrent de reprendre, mais Clara tendit doucement la main, sans toucher l'enfant. Elle ne se permettrait jamais un tel contact sans permission, mais gardant sa paume ouverte entre elles, comme une promesse silencieuse de connexion. « Est-ce que je peux te dire un secret, Apolline ?» demanda Clara, baissant encore plus la voix, créant cette intimité particulière que les enfants adorent, ce sentiment d'être dans la confidence d'un adulte. Un secret sur les doudous et les amis spéciaux comme Pompon? L'enfant la regarda avec une curiosité qui commençait à percer à travers son chagrin. Elle hocha la tête lentement, s'essuyant le nez du revers de sa petite main. Damian, qui observait la scène avec une fascination croissante, tendit un mouchoir en tissu à sa fille, qu'elle prit machinalement. « Les doudous comme Pompon », commença Clara avec ce ton de conteuse qui lui venait si naturellement dans ces moments-là, ont une magie très spéciale. Tu sais, tous les câlins que tu as donnés à Pompon, toute la douceur que tu as mise en lui pendant toutes ces années, tout l'amour que tu lui as offert, eh bien, tout cela reste en toi ici. Elle posa délicatement sa main sur son propre cœur. Pompon a laissé une partie de lui dans ton cœur, comme une graine magique qui grandit. Et cette partie-là, personne ne peut la perdre. Elle est à toi pour toujours. Apolline écoutait avec une attention si intense que l'on aurait pu croire que le monde entier s'était arrêté autour d'elle. Même les autres passagers, qui avaient été si agacés quelques minutes auparavant, semblaient retenir leur souffle, captivés malgré eux par cette scène. Mais, continua Clara, sentant qu'elle tenait l'attention de l'enfant et ne voulant pas la perdre,
Parfois, quand on se sent très triste d'avoir perdu quelqu'un qu'on aime, il peut être utile d'avoir un ami temporaire. Pas pour remplacer Pompon, oh non, jamais personne ne pourrait remplacer Pompon. Mais juste pour nous tenir compagnie pendant qu'on se sent triste. Elle ouvrit son sac en bandoulière, ce sac de toile élimée qu'elle transportait partout, rempli de livres et de petits objets qui constituaient son univers portable. Ses doigts fouillèrent un moment, avant de trouver ce qu'elle cherchait. Elle en sortit un petit renard en peluche, pas plus grand que sa paume, avec de grandes oreilles pointues et une queue touffue d'un orange vif. C'était un porte-clés qu'une collègue bibliothécaire lui avait offert pour son anniversaire l'année précédente, un objet qu'elle gardait attaché à son sac et qu'elle caressait machinalement dans les moments d'anxiété. « Voici Rousseau », dit Clara, présentant le petit renard à Apolline avec la solennité d'une présentation officielle. « C'est un renard très courageux qui a beaucoup voyagé avec moi. Il a vu des centaines de livres, il connaît des milliers d'histoires, et il est très bon pour consoler les cœurs tristes. Est-ce que tu voudrais qu'il reste avec toi pendant le voyage, juste pour te tenir compagnie ?» Apolline tendit une main hésitante vers le petit renard, ses doigts se refermant doucement sur la peluche. Elle le porta à son visage, sentant la douceur de son pelage synthétique, et quelque chose dans son expression se détendit imperceptiblement. Les larmes coulaient encore, mais plus doucement maintenant, plus calmement. « Il sent bon », murmura l'enfant, et c'était vrai. Le renard portait l'odeur de la bibliothèque, ce mélange subtil de vieux papiers, de poussière de livres, et de cette senteur particulière qu'ont les lieux consacrés au savoir et aux histoires. C'est parce qu'il vit au milieu des livres, expliqua Clara avec un sourire timide. Les livres ont une odeur magique, tu ne trouves pas? Apolline hocha la tête, serrant le petit renard contre elle. Puis, d'une voix encore tremblante mais considérablement plus calme, elle demanda « Tu peux me raconter une histoire? Une histoire avec Rousseau ?» Clara jeta un regard interrogateur vers Damien, cherchant sa permission. L'homme la regardait avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer, un mélange de gratitude, de soulagement, et quelque chose d'autre, quelque chose de plus profond qu'elle n'osait pas analyser. Il hocha la tête vigoureusement. « S'il vous plaît, » dit-il, et ces deux simples mots portèrent le poids de toute son impuissance passée et de sa reconnaissance présente. « S'il vous plaît, si cela ne vous dérange pas… »« Pas du tout », répondit Clara, surprise de constater qu'elle le pensait vraiment. Normalement, l'idée de rester ainsi exposée au regard d'étrangers l'aurait remplie d'une angoisse paralysante. Mais ici, maintenant, avec cet enfant qui avait besoin d'elle, elle se sentait étrangement à sa place. Elle s'installa plus confortablement dans l'allée, ignorant le léger inconfort de sa position, et commença son histoire. Il était une fois un petit renard nommé Rousseau, qui vivait dans une grande forêt de livres. Ce n'était pas une forêt ordinaire avec des arbres et des feuilles. Non, c'était une forêt où les arbres étaient le fait d'étagères remplies de livres, et où les feuilles étaient en réalité des pages qui bruissaient doucement quand le vent soufflait à travers les allées. Apolline écoutait, les yeux fixés sur Clara, tenant toujours le petit renard contre son cœur. Ses sanglots s'étaient maintenant complètement apaisés, remplacés par des reniflements occasionnels. Rousseau adorait sa forêt, continua Clara, sa voix prenant cette qualité musicale qu'elle utilisait lors des heures du conte à la bibliothèque. Mais parfois, il se sentait un peu seul. Il avait beaucoup d'amis. Les livres lui racontaient leurs histoires. Les étagères le protégeaient, les lampes de lecture l'éclairaient gentiment. Mais il rêvait d'avoir un ami spécial, quelqu'un qui aurait vraiment besoin de lui. Damien écoutait aussi, fasciné malgré lui par cette jeune femme qui était apparue comme une sorte d'ange gardien inattendu dans son moment de crise. Il observait la façon dont elle parlait, ses gestes doux et mesurés, la sincérité évidente dans chaque mot qu'elle prononçait. Comment une parfaite inconnue pouvait-elle montrer tant d'empathie, tant de compréhension instinctive envers sa fille, alors que lui, son propre père, s'était trouvé si complètement démuni? Un jour, poursuivit Clara, Rousseau entendit quelqu'un pleurer très fort. C'était un son qui venait de très loin, de l'autre côté de sa forêt. Rousseau se dit « Quelqu'un a besoin d'aide, je dois y aller ». Alors il quitta son étagère confortable et commença à voyager, traversant des allées et des allées de livres. Il passa devant les livres de contes de fées qui lui souhaitèrent bonne chance, devant les livres de poésie qui lui récitèrent des vers encourageants, devant les livres d'aventure qui lui donnèrent du courage. « Et qu'est-ce qu'il a trouvé ?» demanda Apolline, complètement absorbée maintenant par l'histoire, ses larmes presque oubliées. « Oh, il a trouvé une petite fille très courageuse qui avait perdu quelque chose de très précieux, » dit Clara doucement.
Et Rousseau a su immédiatement que c'était pour cette petite fille qu'il avait attendu tout ce temps. Il s'est dit « Je ne peux pas remplacer ce qu'elle a perdu, mais je peux être là pour elle. Je peux lui tenir compagnie pendant qu'elle a du chagrin. » Apolline serra le petit renard un peu plus fort contre elle. Et la petite fille, elle était contente d'avoir Rousseau. « Oh oui », assura Clara avec un sourire. « Parce que parfois, avoir quelqu'un qui nous comprend, quelqu'un qui ne nous dit pas de ne pas être triste mais qui accepte notre tristesse, c'est exactement ce dont on a besoin. Et tu sais quoi? Cette petite fille était si gentille, si aimante, que Rousseau se dit qu'il avait beaucoup de chance de l'avoir rencontrée. » Un silence paisible s'installa, troublé seulement par le bourdonnement constant des moteurs de l'avion. Apolline bâilla, un petit bâillement qui révélait à quel point les pleurs l'avaient épuisée. Ses paupières commençaient à se faire lourdes. « Tu es fatiguée ?» demanda Clara avec douceur. Apolline hocha la tête, mais elle semblait réticente à lâcher prise, comme si elle craignait que le chagrin ne revienne si elle fermait les yeux. « Tu sais, » dit Clara, « Rousseau est très bon pour chasser les cauchemars et les pensées tristes. Si tu le gardes près de toi et que tu fermes les yeux, il veillera sur toi pendant que tu te reposes. Et quand tu te réveilleras, il sera toujours là. Tu promets ?» La voix d'Apolline était ensommeillée maintenant. « Je promets », dit Clara avec une conviction absolue. Apolline se pelotonna dans son siège, tenant le petit renard contre sa joue. Damian, se ressaisissant enfin, ajusta la ceinture de sa fille et plaça une couverture sur elle avec une tendresse maladroite. En quelques minutes, l'enfant dormait, sa respiration devenue régulière et paisible, son visage enfin détendu après tant de tourmentes. Clara se releva lentement, ses genoux protestant après être restée si longtemps dans une position inconfortable. Elle épousseta sa jupe machinalement et se prépara à retourner à sa place, sa mission accomplie. Mais Damien se leva aussi, touchant doucement son bras pour attirer son attention. « Attendez », dit-il à voix basse pour ne pas réveiller Apolline. « S'il vous plaît, je ne sais même pas comment vous remercier. » De près, Clara pouvait mieux voir cet homme qui l'intimidait par sa seule présence. Il était grand, facilement 1,90 m, avec une carrure athlétique que même son costume d'affaires froissé ne pouvait dissimuler. Ses cheveux d'un brun très sombre, presque noir, retombaient légèrement sur son front, dérangés par ses mains anxieuses. Mais c'étaient ses yeux qui captaient vraiment l'attention, ses yeux gris qui semblaient capables de voir à travers les façades, de percevoir les vérités cachées. En ce moment, il la regardait avec une gratitude si intense qu'elle en était presque douloureuse à voir. « Ce n'était rien », murmura Clara, sentant l'habituelle chaleur de la gêne envahir ses joues. « Vraiment. Les enfants, j'ai l'habitude. Je travaille avec eux. Ce n'était pas rien », insista Damien, et il y avait dans sa voix une fermeté qui suggérait qu'il n'avait pas l'habitude qu'on contredise ses affirmations. « J'essaie de la calmer depuis plus d'1 heure. J'ai tout tenté. Tout. Et en quelques minutes, vous avez réussi là où j'ai échoué lamentablement. » Il passa une main dans ses cheveux, un geste qui trahissait sa vulnérabilité, si différent de l'assurance qu'il devait normalement projeter dans sa vie professionnelle. Clara reconnaissait ce type d'homme. Elle en croisait parfois à la bibliothèque, ces hommes d'affaires qui entraient avec leurs costumes et leurs smartphones, cherchant des livres sur le leadership ou la stratégie d'entreprise. Ils parlaient toujours un peu trop fort, occupaient un peu trop d'espace, dégageaient cette aura d'importance qui semblait exiger le respect immédiat. Mais celui-ci maintenant, dans ce moment d'impuissance paternelle, semblait avoir perdu toute cette armure. « Votre fille vient de vivre une perte », dit doucement Clara. « Les enfants ressentent les choses très intensément. Pour elle, perdre son doudou, c'était comme perdre une partie d'elle-même. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut résoudre avec de la logique ou des distractions. Il fallait juste reconnaître sa douleur. » Damien la regardait comme si elle venait de révéler une sagesse ancienne et mystérieuse, alors que pour Clara, tout cela semblait être du simple bon sens. L'hôtesse de l'air s'approcha discrètement, jetant un regard à Apolline qui dormait paisiblement. « Madame, je crains que vous deviez retourner à votre siège maintenant. Nous allons bientôt servir le repas, » dit-elle, mais son ton était bien plus chaleureux qu'auparavant. Elle avait vu ce qui s'était passé, le miracle tranquille qui s'était déroulé sous ses yeux. « Bien sûr », acquiesça Clara, soulagée d'avoir une excuse pour mettre fin à cette interaction qui commençait à la submerger. Elle se tourna vers Damien. « Je vous souhaite un bon vol. » Mais alors qu'elle s'apprêtait à partir, Damien parla à nouveau, rapidement, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse avant qu'il ne puisse dire ce qu'il avait à dire. « Attendez, s'il vous plaît, » dit-il avec une urgence qui surprit même l'hôtesse de l'air. « Votre nom »
Je ne connais même pas votre nom. Clara, répondit-elle simplement, ne voyant pas l'intérêt d'ajouter son nom de famille. Clara Fontaine. Damien Beaufort, se présenta-t-il en tendant la main, un geste automatique d'homme d'affaires, avant de réaliser l'absurdité de la situation et de laisser retomber sa main. Écoutez, je sais que cela peut paraître étrange, mais je dois absolument vous remercier correctement. Pas maintenant, pas ici, mais... Vous allez à Paris ? Clara hocha la tête, mal à l'aise avec la direction que prenait cette conversation. Elle n'avait pas l'habitude d'être au centre de l'attention, et encore moins de l'attention d'un homme comme celui-ci, un homme qui semblait appartenir à un monde complètement différent du sien, un monde de costumes sur mesure et de voyages en première classe. « Je dois assister au mariage de ma sœur », dit-elle, les mots sortant plus rapidement qu'elle ne l'aurait voulu, comme si elle devait justifier sa présence dans la capitale. « Dans 3 jours. Alors vous serez à Paris pendant quelques jours », constata Damien, et il y avait quelque chose dans son ton qui suggérait qu'il calculait déjà, planifiait déjà, comme s'il traitait cela comme une transaction commerciale nécessitant une stratégie. « Permettez-moi au moins de vous offrir un dîner, ou un café, ou n'importe quoi qui vous conviendrait. Je ne peux pas simplement vous laisser partir sans vous montrer ma gratitude. » L'hôtesse de l'air tout sauta discrètement, rappelant sa présence et l'urgence de la situation. Clara sentait le poids des regards des autres passagers de première classe, curieux de savoir ce qui se passait, et son anxiété sociale commençait à grimper dangereusement. Elle avait besoin de retourner à son siège, à son livre, à son anonymat protecteur. « Ce n'est vraiment pas nécessaire », dit-elle rapidement, reculant déjà d'un pas vers le rideau séparateur. « Vraiment. Prenez soin de votre fille. » Et avant que Damien ne puisse protester davantage, elle se précipita vers la classe économique, son cœur battant la chamade, ses joues brûlantes. Elle se laissa tomber sur son siège avec un soupir de soulagement mêlé d'épuisement émotionnel. La passagère assise à côté d'elle, une femme d'âge moyen qui avait observé toute la scène avec un intérêt non dissimulé, lui sourit chaleureusement. « C'était remarquable, ce que vous avez fait là-bas, » dit la femme. « Cette pauvre petite pleurait depuis si longtemps. Comment avez-vous su quoi faire ?» Clara secoua la tête, rouvrant son exemplaire de Middlemarch, comme un bouclier entre elle et toute conversation supplémentaire. « Je travaille avec des enfants, » répondit-elle brièvement, espérant que cela suffirait à clore le sujet. Heureusement, la femme comprit le message et retourna à son propre livre. Clara fixa les pages devant elle, mais les mots dansaient sans former de sens cohérent. Son esprit repassait en boucle ce qui venait de se passer. Elle avait donné son petit renard Rousseau, ce compagnon fidèle qui l'avait accompagné pendant 1 an. Elle ressentait sa perte comme un petit pincement au cœur, mais en même temps, elle savait qu'elle avait fait la bonne chose. Apolline en avait besoin bien plus qu'elle. Et puis, n'était-ce pas cela le véritable sens de la compassion ? Donner quelque chose de soi, quelque chose qui compte vraiment, pas simplement ce qu'on peut facilement se permettre de perdre ? Le vol se poursuivit sans autre incident notable. Le repas fut servi que Clara picora distraitement, son appétit diminué par l'adrénaline résiduelle de son interaction. Elle tenta de se replonger dans son roman, suivant les tribulations de Dorothea dans sa quête d'un sens plus profond à sa vie, mais ses pensées continuèrent de dériver vers la scène dans la première classe. Elle se demandait si Apolline dormait toujours, si le cauchemar de la perte de son doudou s'estompait dans les limbes du sommeil, si Damien Beaufort avait réussi à se détendre enfin. Ce nom, Damien Beaufort. Il lui disait vaguement quelque chose, comme s'il l'avait entendu auparavant, peut-être dans un journal ou à la télévision dont elle ne regardait que rarement les informations. Mais Clara n'était pas du genre à suivre les personnalités publiques ou les magnates de l'industrie. Son univers tournait autour des écrivains morts depuis longtemps, des personnages fictifs et des petites vies tranquilles. Lorsque l'avion amorça sa descente vers Paris, Clara sentit son estomac se nouer pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec le changement d'altitude. Dans quelques heures, elle serait immergée dans le chaos joyeux mais épuisant de sa famille, les préparatifs de dernière minute du mariage, les questions incessantes sur sa propre vie, les tentatives bien intentionnées mais maladroites de ses tantes pour lui présenter des célibataires très convenables. Elle aimait sa famille, vraiment, mais leur rassemblement la vidait de toute énergie, comme si chaque interaction sociale était un effort physique épuisant. L'atterrissage fut doux, et bientôt, les passagers commencèrent à se lever, récupérant leurs bagages dans les compartiments supérieurs avec cette hâte typique des voyageurs impatients de quitter un espace confiné. Clara attendit patiemment que la foule se disperse, préférant laisser les gens pressés partir en premier. Elle n'avait nulle part où se dépêcher d'aller,
Sa sœur avait proposé de venir la chercher, mais Clara avait décliné, préférant prendre les transports en commun et avoir ainsi un peu de temps pour elle avant de plonger dans l'effervescence familiale. Alors qu'elle récupérait son petit sac de voyage dans le compartiment, elle entendit une voix derrière elle. « Mademoiselle Fontaine ?» Elle se retourna pour découvrir l'hôtesse de l'air qui l'avait initialement arrêtée à l'entrée de la première classe. La jeune femme tenait une petite carte blanche dans sa main. « Monsieur Beaufort m'a demandé de vous remettre ceci », dit l'hôtesse avec un sourire complice. Il voulait vous le donner lui-même, mais sa fille s'est réveillée un peu perturbée, et il n'a pas pu vous rejoindre. Clara prit la carte avec hésitation comme si elle pouvait brûler au toucher. C'était une carte de visite professionnelle de qualité supérieure, avec un papier épais et un lettrage élégant en relief. Damien Beaufort, PDG, Beaufort Technologies, était imprimé en lettres sobres mais imposantes, suivi d'un numéro de téléphone et d'une adresse e-mail. Mais ce qui attira son attention fut le message griffonné au dos d'une écriture masculine et assuré mais légèrement précipité. « Merci. S'il vous plaît, permettez-moi de vous remercier correctement. Je vous en serai infiniment reconnaissant. DB. » Il avait l'air très insistant, ajouta l'hôtesse avec un clin d'œil. Et honnêtement, après ce que vous avez fait pour sa fille, je pense qu'il vous doit au moins un café. Clara glissa la carte dans la poche de son cardigan sans répondre, marmonnant un merci poli avant de se diriger vers la sortie de l'avion. Le couloir s'étendait devant elle, menant vers le terminal, vers Paris, vers les 3 jours à venir qui promettaient d'être à la fois joyeux et éprouvants. L'aéroport Charles de Gaulle était, comme toujours, un tourbillon d'activités. Des voyageurs de toutes nationalités se pressaient dans toutes les directions, traînant des valises récalcitrantes, consultant leur téléphone, cherchant désespérément les panneaux indicateurs. Clara navigua à travers cette marée humaine avec la prudence d'une souris traversant un champ rempli de prédateurs, gardant la tête baissée, évitant le contact visuel. Elle récupéra sa valise au carrousel à bagages sans incident, puis se dirigea vers la station de RER qui la conduirait jusqu'au centre de Paris. Sa sœur Mathilde vivait dans le 15e arrondissement, dans un charmant appartement qu'elle partageait avec son fiancé Laurent. Clara y séjournerait pendant toute la durée de son séjour, dormant sur le canapé-lit du salon, une perspective qui ne l'enchantait guère mais qu'elle acceptait avec la résignation de celle qui sait que protester ne servirait à rien. Le trajet en RER lui donna enfin le temps de réfléchir tranquillement à tout ce qui s'était passé dans l'avion. Elle sortit la carte de visite de sa poche et la contempla longuement. Beaufort Technologies. Elle sortit son téléphone et, cédant à la curiosité, fit une recherche rapide sur le nom. Les résultats affluèrent immédiatement. Damien Beaufort était, découvrit-elle avec un mélange de surprise et d'appréhension, l'un des entrepreneurs technologiques les plus prospères de France. À 34 ans, il avait bâti une entreprise valant plusieurs milliards d'euros, spécialisée dans l'intelligence artificielle et les solutions de cybersécurité. Sa photo apparaissait sur plusieurs sites d'actualité financière, le même homme qu'elle avait vu dans l'avion, mais dans ses images professionnelles, il portait l'armure complète de sa réussite. Costume impeccable, regard assuré, sourire confiant. C'était difficile de concilier ces images avec l'homme épuisé et désespéré qu'elle avait rencontré quelques heures auparavant. Un article mentionnait brièvement sa situation familiale. Divorcé depuis 2 ans, père d'une fille, garde partagée, rien de très détaillé, juste les faits essentiels que les journalistes économiques jugeaient pertinents pour comprendre le profil d'un chef d'entreprise. Clara referma rapidement son téléphone, se sentant coupable d'avoir fouiné ainsi dans la vie d'un inconnu. Pourquoi lui avait-il donné sa carte? Que pouvait-elle bien avoir à offrir à un homme comme lui? Un homme dont le monde était si radicalement différent du sien. Elle était une simple bibliothécaire vivant dans un modeste studio à Lyon, dont les plus grandes aventures consistaient à découvrir un auteur oublié ou à organiser une heure du conte particulièrement réussie. Lui dirigeait un empire technologique, prenait des décisions qui affectaient des centaines d'employés, naviguait dans des eaux où elle n'oserait même pas tremper un orteil. Le RER arriva à destination et Clara descendit, traînant sa valise à travers les rues de Paris. C'était une belle journée d'automne, le soleil perçant à travers les nuages pour illuminer les façades haussmanniennes d'une lumière dorée. Paris avait toujours eu cet effet sur elle. La ville était si belle, si pleine de vie et d'histoire, mais aussi si intimidante, si écrasante dans son urbanité dense et son rythme effréné. Elle arriva devant l'immeuble de sa sœur et sonna à l'interphone. La voix excitée de Mathilde retentit immédiatement. « Clara, enfin, monte vite, on t'attend. »
L'appartement au 4e étage, sans ascenseur. Bien sûr. Clara grimpa les marches, sa valise cognant contre les murs étroits de la cage d'escalier, et arriva essoufflée au palier où Mathilde l'attendait déjà, la porte grande ouverte, un sourire radieux, illuminant son visage. Mathilde était tout ce que Clara n'était pas, extravertie, confiante, à l'aise dans n'importe quelle situation sociale. Grande et élancée, avec des cheveux blonds soigneusement coiffés et un sens de la mode que Clara ne posséderait jamais, elle incarnait le genre de femme qui semblait naviguer dans la vie avec une aisance déconcertante. Mais malgré leurs différences, ou peut-être à cause d'elles, les deux sœurs s'aimaient profondément, chacune admirant chez l'autre les qualités qu'elle ne possédait pas. « Ma chérie !» s'exclama Mathilde en l'enlaçant chaleureusement, une étreinte que Clara rendit avec une affection sincère malgré son épuisement. « Comment était ton vol ? Pas trop horrible ? Je sais comme tu détestes prendre l'avion. »« C'était intéressant, » répondit Clara, et elle ne croyait pas si bien dire. Laurent émergea de la cuisine, un tablier noué autour de la taille, tenant une cuillère en bois. C'était un homme agréable, d'apparence quelconque mais avec un sourire chaleureux et des yeux gentils. Il était architecte et partageait avec Mathilde cette passion pour la vie sociale que Clara trouvait à la fois admirable et épuisante. « Clara, bienvenue. J'espère que tu as faim, je prépare ma spécialité, » dit-il en l'embrassant sur les deux joues. L'appartement était exactement comme Clara se le rappelait, lumineux, élégamment décoré avec ce mélange de moderne et de vintage que Mathilde maîtrisait si bien, et actuellement envahi par ce qui semblait être des dizaines de catalogues de mariage, d'échantillons de tissus et de listes diverses étalées sur presque toutes les surfaces disponibles. « Excuse le désordre, » dit Mathilde, en balayant vaguement de la main le chaos organisé autour d'elle. « Les derniers préparatifs sont toujours les plus intenses, mais ne t'inquiète pas, tu n'auras pas grand-chose à faire. Je sais que tu n'aimes pas être trop impliquée dans ces choses. » Clara sourit avec reconnaissance. Mathilde la connaissait bien, savait que malgré tout son amour pour sa sœur, l'idée de participer activement aux préparatifs d'un grand mariage la remplissait d'une anxiété sourde. Elle était ravie pour Mathilde, vraiment, mais les rassemblements sociaux, les décisions concernant les arrangements floraux et les plans de table, tout cela appartenait à un monde où elle ne se sentait jamais complètement à l'aise. « Allez, viens t'asseoir, raconte-moi tout », dit Mathilde en la guidant vers le canapé et en écartant plusieurs magazines de mariage pour lui faire de la place. « Comment va la bibliothèque ? Toujours autant de lecteurs passionnés ?» Clara se lança dans un récit de sa vie à Lyon, parlant des nouveaux livres qui étaient arrivés, de l'enfant de 6 ans qui venait maintenant tous les mercredis, spécifiquement pour qu'elle lui lise des histoires, du vieux monsieur qui passait ses après-midi à lire des biographies dans le coin près de la fenêtre. C'était un monde simple, prévisible, et en le décrivant à Mathilde, Clara réalisait à quel point elle était attachée à cette routine, à cette vie tranquille qu'elle s'était construite. Mais dans un coin de son esprit, elle ne pouvait s'empêcher de penser à la carte de visite dans sa poche, aux yeux gris de Damien Beaufort, au petit renard Rousseau qui maintenant consolait une petite fille qu'elle ne reverrait probablement jamais. Étrange comme un simple vol pouvait devenir mémorable, comment un acte de gentillesse spontanée pouvait créer ces connexions éphémères mais significatives entre des étrangers. Le dîner fut agréable, Laurent se révélant effectivement un excellent cuisinier. Ils parlèrent du mariage, des invités qui arrivèrent de partout en France et même de l'étranger, de la cérémonie qui aurait lieu dans une petite église du 16e arrondissement, suivie d'une réception dans un élégant hôtel particulier. Mathilde rayonnait en parlant de tous ces détails, son excitation palpable et contagieuse. « Et toi, Clara ?» demanda Laurent avec une curiosité bien intentionnée mais néanmoins maladroite. « Tu vois quelqu'un en ce moment ?» Clara sentit la question familière arriver comme un train qu'on voit de loin mais qu'on ne peut éviter. « Non, pas vraiment », répondit-elle avec le ton léger qu'elle avait perfectionné pour ces occasions. « Je suis très occupée avec la bibliothèque. » Mathilde lui lança un regard compatissant. Elle connaissait la difficulté de Clara avec les relations, sa timidité paralysante qui rendait les rencontres romantiques presque impossibles. Elle n'insista pas, changeant plutôt le sujet pour la plus grande reconnaissance de Clara. Plus tard ce soir-là, alors que Mathilde et Laurent s'étaient retirés dans leur chambre, Clara se retrouva seule sur le canapé lit déplié, fixant le plafond dans l'obscurité. Les bruits de Paris filtraient à travers les fenêtres, le ronronnement lointain de la circulation, les conversations étouffées des passants, la vie nocturne d'une ville qui ne dort jamais vraiment. C'était si différent de son appartement à Lyon, où le silence régnait presque complètement après 22 heures.
troublée seulement par le miaulement occasionnel du chat de sa voisine. Elle sortit la carte de visite de la poche de son cardigan, qu'elle avait soigneusement pliée sur une chaise à côté du canapé. Même dans la pénombre, elle pouvait distinguer les lettres en relief, sentir sous ses doigts la qualité du papier. « Permettez-moi de vous remercier correctement », avait-il écrit. Que signifiait correctement pour un homme comme Damien Beaufort? Un dîner dans un restaurant étoilé où elle ne saurait pas quelle fourchette utiliser? Un cadeau extravagant qu'elle ne pourrait jamais accepter? L'idée même la remplissait d'une anxiété qui serrait sa poitrine. Et pourtant, une petite partie d'elle, une partie qu'elle reconnaissait à peine, tant elle était inhabituelle, était curieuse. Pas romantiquement curieuse, oh non. Clara n'était pas assez naïve pour imaginer qu'un homme comme lui pourrait s'intéresser à elle de cette façon, mais simplement curieuse de connaître son histoire, de comprendre comment un PDG millionnaire se retrouvait seul dans un avion avec sa fille en pleurs, apparemment sans aide, sans cette armée d'assistants et de nounous que quelqu'un de sa position devrait sûrement avoir. Elle pensa à Apolline, se demandant si la petite fille dormait paisiblement maintenant, si elle serrait toujours le petit renard Rousseau contre elle. Clara ressentit une nouvelle vague de tendresse pour cet enfant qu'elle connaissait à peine, cette petite âme qui avait connu la douleur de la perte et qui devait apprendre si jeune que parfois les choses que nous aimons disparaissent et ne reviennent pas. Le lendemain matin arriva avec une luminosité éblouissante. Le soleil d'octobre inondait l'appartement, transformant le salon en une mer de lumière dorée. Clara se réveilla au son de Mathilde, qui s'affairait déjà dans la cuisine, le parfum du café fraîchement moulu embaumant l'air. « Bonjour, belle au bois dormant », lança joyeusement Mathilde en voyant Clara émerger du canapé, les cheveux ébouriffés et les yeux encore gonflés de sommeil. « J'ai une journée de folie qui m'attend. Dernier essayage de la robe, rendez-vous avec le fleuriste, 1000 autres choses. Tu veux venir avec moi ou tu préfères explorer Paris à ton rythme ?» Clara opta sans hésitation pour la seconde option. L'idée de suivre Mathilde dans son tourbillon de préparatifs lui semblait épuisante. « Je vais me promener un peu », dit-elle. « Ça fait longtemps que je ne suis pas venue à Paris. »« Parfait », dit Mathilde en lui servant une tasse de café. « Prends ton temps, profite de la ville. On se retrouve ce soir pour le dîner de répétition avec la famille. » Elle fit une grimace comique. « Je te préviens, tante Geneviève sera là, et tu sais comment elle est. » Clara gémit intérieurement. Tante Geneviève était la pire des enquiquineuses familiales, toujours à poser des questions indiscrètes, à faire des remarques désobligeantes déguisées en préoccupations affectueuses. Mais elle hocha la tête avec résignation. C'était le prix à payer pour l'amour familial. Après un petit déjeuner rapide, Clara s'habilla simplement. Un jean sombre, un chemisier crème sous son cardigan beige habituel, des ballerines confortables pour marcher. Elle prit son sac en bandoulière, vérifia qu'elle avait son livre, toujours Middlemarch, qu'elle n'arrivait décidément pas à finir avec toutes ses interruptions, et sortit dans les rues de Paris. La ville était magnifique en cette matinée d'automne. Les arbres le long des boulevards arboraient leurs couleurs automnales, des rouges profonds, des oranges éclatants, des jaunes lumineux. Clara marcha sans but précis, se laissant guider par son instinct et par la beauté des rues. Elle traversa le Champ de Mars, admirant la tour Eiffel qui se dressait majestueusement contre le ciel bleu pâle, puis descendit vers la Seine, suivant les quais où les bouquinistes étalaient leurs trésors littéraires dans leurs boîtes vertes caractéristiques. Elle s'arrêta devant l'un d'eux, parcourant des yeux les livres anciens alignés. Ses doigts glissèrent avec révérence sur les couvertures usées, s'arrêtant sur une édition vintage de Jane Eyre, son livre préféré, celui qu'elle avait lu et relu jusqu'à en connaître des passages entiers par cœur. Le bouquiniste, un vieil homme au visage buriné et aux yeux pétillants, remarqua son intérêt. « Ah, Charlotte Brontë », dit-il avec un sourire. « Un excellent choix. Cette édition date de 1920. Regardez comme l'illustration de couverture est délicate. » Clara examina le livre avec l'attention d'un expert. « C'est magnifique, » murmura-t-elle. « Mais je crains que ce ne soit hors de mon budget. » Le vieil homme haussa les épaules philosophiquement. « Les beaux livres trouvent toujours leur lecteur au bon moment, » dit-il énigmatiquement. Clara continua sa promenade, traversant le pont Neuf, s'arrêtant pour observer les péniches qui glissaient doucement sur l'eau. Des touristes prenaient des photos, des couples s'embrassaient appuyés contre le parapet, des artistes de rue divertissaient de petits groupes de spectateurs. C'était le Paris dont elle avait lu dans tant de livres, le Paris romantique et artistique qui semblait exister dans une dimension parallèle à sa propre vie tranquille. Son téléphone vibra dans sa poche. Un message de Mathilde. « Tout va bien pour toi ? Ne te perds pas. Rappel. Dîner à 19h au restaurant Le Procope. Tenue un peu chic si possible. »
Clara regarda l'heure. Il était déjà 14 heures. Elle avait marché pendant des heures sans s'en rendre compte, perdue dans ses pensées et dans la beauté de la ville. Elle était maintenant dans le Marais, ce quartier historique avec ses rues médiévales étroites et ses hôtels particuliers élégants. Son estomac grogna, lui rappelant qu'elle n'avait pris qu'un croissant au petit déjeuner. Elle repéra un petit café tranquille dans une rue secondaire, le genre d'endroit que les touristes ne trouvent généralement pas, fréquenté surtout par les habitués du quartier. Elle s'y installa à une table près de la fenêtre, commanda un croque-monsieur et un thé, et sortit son livre, bien décidée à faire enfin des progrès dans sa lecture. Mais à peine avait-elle lu 2 pages, que son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, ce n'était pas Mathilde. C'était un numéro inconnu, et le message était bref. « Mademoiselle Fontaine, c'est Damien Beaufort. Je me permets de vous écrire car j'aimerais vraiment pouvoir vous remercier de vive voix. Seriez-vous disponible pour un café pendant votre séjour à Paris ? Je comprendrais parfaitement si vous préfériez décliner. » Clara fixa le message, son cœur battant inexplicablement plus vite. Comment avait-il obtenu son numéro ? Mais la réponse vint presque immédiatement. Il avait probablement les moyens et les ressources pour obtenir à peu près n'importe quelle information qu'il désirait. Cette pensée aurait dû l'alarmer, la faire se sentir envahie, mais étrangement, elle ne ressentait qu'une curiosité croissante. Ses doigts hésitèrent au-dessus du clavier de son téléphone. Que devrait-elle répondre ? La partie raisonnable et prudente d'elle-même lui disait de décliner poliment, de maintenir les frontières claires entre leurs mondes si différents. Mais une autre partie, cette même partie qui avait trouvé le courage de se lever dans l'avion, qui avait osé approcher un étranger en détresse, lui chuchotait qu'il n'y avait aucun mal à accepter un simple café. Elle tapa lentement. « Bonjour, monsieur Beaufort. Ce serait… » Elle effaça, recommença. « Je serais d'accord pour un café. » Trop sec. Elle essaya à nouveau. « Merci de votre message. Je pourrais vous retrouver pour un café si cela vous arrange. Je suis à Paris jusqu'à dimanche. » Elle envoya le message avant de pouvoir changer d'avis, puis posa son téléphone face contre la table, comme si ne pas voir l'écran pouvait ralentir la réponse qu'elle savait inévitable. Son croque-monsieur arriva, fumant et doré, mais elle avait soudainement perdu l'appétit. Le téléphone vibra presque immédiatement. « Merveilleux. Seriez-vous libre demain après-midi ? Disons 15 heures. Je connais un endroit tranquille près du Luxembourg où nous pourrions parler. Si cela vous convient, je vous enverrai l'adresse. » Clara réfléchit rapidement à son emploi du temps. Le dîner de répétition était ce soir, demain il y avait le brunch avec les demoiselles d'honneur le matin, mais l'après-midi était libre. 15 heures demain me convient. Parfait. Merci infiniment. Je vous promets de ne pas prendre trop de votre temps. Suivi de l'adresse d'un café près du jardin du Luxembourg, Clara posa son téléphone et fixa son assiette, essayant de comprendre ce qu'elle venait de faire. Elle, Clara Fontaine, bibliothécaire introvertie qui évitait les interactions sociales comme d'autres évitent la peste, venait d'accepter de rencontrer un milliardaire PDG pour un café. L'absurdité de la situation la frappa soudainement, et un petit rire nerveux s'échappa de ses lèvres. La serveuse, une femme d'âge mûr au regard bienveillant, lui jeta un coup d'œil curieux. « Bonne nouvelle ?» demanda-t-elle en français, avec un accent parisien prononcé. « Je ne suis pas sûre, » répondit honnêtement Clara. « Mais peut-être. » Elle força à manger son croque-monsieur, qui était effectivement délicieux, et essaya de se concentrer sur son livre. Mais les mots de Charlotte Brontë semblaient résonner avec une nouvelle signification aujourd'hui. « J'aurais voulu être aussi utile qu'heureuse, et je n'ai été ni l'un ni l'autre. » N'était-ce pas exactement ce qu'elle ressentait parfois ? Cette sensation d'être à côté de sa propre vie, de l'observer sans vraiment la vivre pleinement. Le reste de l'après-midi passa dans une sorte de brouillard. Clara retourna à l'appartement, se changea pour le dîner de répétition, enfilant la seule robe, un peu chic, qu'elle possédait, une robe bleu marine simple mais élégante qui datait de plusieurs années. Mathilde rentra en coup de vent, rayonnante et épuisée à la fois, se préparant avec l'efficacité d'une actrice avant une première. Le restaurant Le Procope, avec son histoire séculaire et son atmosphère chargée de littérature et de philosophie, était exactement le genre d'endroit que Clara aurait apprécié dans d'autres circonstances. Mais ce soir, avec toute la famille rassemblée, oncle, tante, cousin qu'elle n'avait pas vu depuis des années, elle se sentait submergée, comme une intruse dans sa propre vie familiale. Tante Geneviève ne tarda pas à fondre sur elle. « Clara, ma chérie !» s'exclama-t-elle en l'embrassant avec une effusion excessive. « Toujours aussi mince, je vois. Tu manges assez ? Tu as l'air fatiguée. Et toujours pas de petite amie ?
À ton âge, tu devrais vraiment penser à t'installer. Le temps passe, tu sais. Clara sourit poliment, murmurant des réponses vagues qui ne satisfaisaient personne, mais qui avaient l'avantage de ne pas prolonger la conversation. Elle se retrouva assise entre un cousin éloigné qui passait tout le dîner sur son téléphone, et une grand-tante sourde qui répétait sans cesse « Quoi ? Comment ?» à chaque tentative de conversation. Mathilde, à l'autre bout de la table, lui lança plusieurs regards compatissants, comprenant sans doute le calvaire que représentait ce genre de rassemblement pour sa sœur introvertie. Laurent portait toast après toast, son visage rougi par le vin et le bonheur, et tout le monde riait et parlait fort, créant cette cacophonie chaleureuse mais épuisante des grandes réunions familiales. Clara s'échappa brièvement vers les toilettes, cherchant quelques minutes de répit dans le silence relatif du couloir. Elle s'appuya contre le mur, fermant les yeux, respirant profondément. Comment Mathilde faisait-elle pour naviguer dans ces situations avec tant d'aisance? Comment certaines personnes semblaient-elles nées pour la vie sociale, alors qu'elle-même y voyait un champ de mines émotionnelles à traverser avec la plus grande prudence? Son téléphone vibra. Un autre message de Damien Beaufort. « J'espère que je ne vous importune pas. Je voulais juste vous dire qu'Apolline dort avec Rousseau tous les soirs depuis le vol. Elle l'a nommé son gardien de rêve. Je pensais que vous aimeriez le savoir. » Un sourire involontaire étira les lèvres de Clara. Elle imagina la petite Apolline, serrant le renard orange contre elle, ses cauchemars chassés par cette petite peluche magique. Elle répondit « Cela me fait très plaisir de le savoir. J'espère qu'elle va mieux. Beaucoup mieux, grâce à vous. À demain. » Ce simple échange lui redonna l'énergie nécessaire pour retourner dans la salle du restaurant. Le dîner se poursuivit pendant encore 2 heures, une éternité pour quelqu'un comme Clara, mais elle tint bon, souriant au bon moment, riant poliment aux blagues, répondant aux questions avec la patience d'une sainte. Finalement, alors que minuit approchait, les festivités se terminèrent. Mathilde et Clara partagèrent un taxi pour rentrer à l'appartement. Mathilde bavardant joyeusement sur les événements de la soirée tandis que Clara se contentait d'écouter, trop épuisée pour contribuer beaucoup à la conversation. « Tu as été formidable ce soir », dit soudainement Mathilde serrant la main de sa sœur. « Je sais que ce n'est pas facile pour toi, tous ces gens, tout ce bruit, mais cela signifie énormément pour moi que tu sois là. » Clara serra la main de sa sœur en retour. « Je ne manquerai ton mariage pour rien au monde, » dit-elle sincèrement. De retour à l'appartement, alors que Mathilde et Laurent se retiraient dans leur chambre, Clara se prépara pour la nuit, enfilant son pyjama confortable, se brossant les dents, suivant la routine familière qui l'ancrait, mais en se glissant sous les couvertures du canapé-lit, elle ne pensait pas au dîner qui venait de se terminer ou au mariage qui approchait. Elle pensait à demain après-midi, à 15h, près du jardin du Luxembourg, où elle rencontrerait un homme qu'elle connaissait à peine mais qui, d'une manière étrange et inexplicable, semblait avoir créé une connexion avec elle, à travers le simple acte de désespoir parental et de compassion spontanée. Le sommeil fut long à venir. Clara resta éveillée dans l'obscurité, écoutant les bruits nocturnes de Paris, se demandant ce que demain apporterait, se demandant si elle faisait une terrible erreur, ou si, peut-être, pour une fois dans sa vie, elle était en train de faire quelque chose d'audacieux, quelque chose qui sortait de sa zone de confort si soigneusement construite et maintenue. Le lendemain matin se leva avec une douceur trompeuse. Le soleil filtrait à travers les rideaux de l'appartement, créant des motifs de lumière dansant sur le plancher. Clara se réveilla avec un nœud d'anxiété dans l'estomac, cette sensation familière qui l'accompagnait toujours avant un événement social significatif. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas simplement de l'anxiété sociale ordinaire, c'était quelque chose de plus complexe, un mélange d'appréhension et d'une anticipation qu'elle ne parvenait pas tout à fait à nommer. Le brunch avec les demoiselles d'honneur se déroula dans un restaurant chic des Champs-Élysées. Clara, qui n'était pas demoiselle d'honneur, elle avait poliment décliné, sachant qu'elle ne pourrait pas supporter l'attention que cela impliquait, y assistait néanmoins en tant qu'invitée spéciale, la sœur de la mariée. Les amies de Mathilde étaient toutes charmantes, pétillantes, pleines de cette énergie sociale exubérante qui épuisait Clara rien qu'à l'observer. Elles parlaient de robes, de maquillage, d'hommes qu'elles avaient rencontrés ou espéraient rencontrer, et Clara hochait poliment la tête, souriant aux moments appropriés, mais se sentant comme une anthropologue observant une tribu étrangère. Heureusement, le brunch se termina à 13h. Clara prétexta une migraine naissante pour s'échapper, ce qui n'était d'ailleurs pas entièrement faux. Mathilde la laissa partir avec un baiser affectueux et un « Repose-toi bien, ma chérie ». De retour à l'appartement vide,
Laurent et Mathilde avaient encore 1000 choses à régler pour le mariage. Clara se retrouva face à un dilemme qu'elle n'avait jamais vraiment eu à affronter auparavant. Que porter pour rencontrer un homme comme Damien Beaufort? Sa garde-robe était fonctionnelle, pratique, composée de vêtements confortables dans des tons neutres. Rien ne criait « rencontre avec un PDG milliardaire », mais rien ne criait quoi que ce soit en réalité. Ses vêtements étaient conçus pour la laisser se fondre dans le décor, pour passer inaperçue. Finalement, elle opta pour ce qu'elle connaissait le mieux. Un pantalon noir simple, un chemisier blanc légèrement plus élégant que d'habitude, et son cardigan beige fidèle. Elle laissa ses cheveux détachés pour une fois, tombant en vagues douces sur ses épaules, et appliqua un soupçon de mascara et de rouge à lèvres rose pâle. En se regardant dans le miroir, elle vit exactement ce qu'elle voyait toujours. Une femme ordinaire, ni belle ni laide, le genre de personne qu'on oublie 5 minutes après l'avoir croisée. Le trajet jusqu'au café près du Luxembourg lui sembla à la fois trop court et interminable. Elle arriva avec 10 minutes d'avance, habitude ancrée de quelqu'un qui préfère attendre plutôt que de faire attendre. Le café était effectivement charmant et tranquille, niché dans une petite rue pavée, avec une terrasse ombragée par un grand marronnier dont les feuilles dorées tombaient doucement. Quelques tables étaient occupées par des lecteurs solitaires, des couples murmurant, un vieil homme nourrissant les pigeons avec des miettes de croissant. Clara s'installa à une table en terrasse, commandant un thé qu'elle ne but pas, ses mains tremblantes tenant la tasse pour se donner une contenance. Elle regarda l'heure sur son téléphone, encore 7 minutes, 6, 5. Son cœur battait de plus en plus fort, et elle se demanda sérieusement s'il était encore temps de partir, d'envoyer un message d'excuse, de retourner à la sécurité de sa vie ordinaire. Mais alors elle le vit approchant dans la rue, et toute pensée de fuite s'évanouit. Damien de Beaufort marchait avec cette assurance naturelle des gens habitués au pouvoir et à l'attention, mais aujourd'hui, il semblait différent de l'homme d'affaires dont elle avait vu les photos en ligne. Il portait un jean sombre, une chemise blanche au col ouvert, un blazer marine élégant mais décontracté. Ses cheveux, au lieu d'être soigneusement coiffés comme dans les photos professionnelles, étaient légèrement ébouriffés par le vent. Et dans ses bras, à la surprise totale de Clara, se trouvait Apolline. La petite fille, en l'apercevant, s'illumina instantanément. « C'est elle. Papa, c'est la dame de l'avion. La dame de Rousseau. » Damien sourit, un vrai sourire qui transformait complètement son visage, chassant l'air sévère qu'il portait dans ses photos d'entreprise. « Oui, ma chérie, c'est elle. » Ils s'approchèrent de la table, et Apolline se tortilla pour descendre des bras de son père. Elle courut vers Clara avec l'abandon joyeux de l'enfance, et avant que Clara ne puisse réagir, la petite fille l'enlaçait avec force. « Merci pour Rousseau », dit Apolline avec cette intensité émotionnelle que seuls les enfants peuvent exprimer sans aucune retenue. « Il chasse tous mes cauchemars, tu vois ?» Elle sortit de la poche de sa petite robe le renard orange, maintenant visiblement plus usé après quelques jours d'amour constant. Clara sentit quelque chose se briser en elle, une barrière qu'elle maintenait habituellement si fermement. Elle s'agenouilla au niveau de l'enfant, sans se soucier de son pantalon sur le trottoir parisien, et sourit, avec une affection authentique. « Je suis tellement contente qu'il prenne soin de toi, » dit-elle doucement. « Et tu sais quoi ? Je pense qu'il est très heureux aussi. Les doudous adorent avoir quelqu'un à protéger. » Damien les observait avec une expression qu'il ne cherchait même pas à dissimuler. Une gratitude profonde mêlée à quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement. Quand Clara se releva, il tendit la main, et elle la serra, notant la force de sa poigne mais aussi la chaleur, la sincérité du contact. « Merci d'être venu, » dit-il simplement. « Et j'espère que vous ne m'en voulez pas d'avoir amené Apolline. Elle a insisté pour vous remercier en personne quand je lui ai dit que je vous rencontrais. »« Pas du tout, » répondit Clara, et elle était surprise de constater que c'était vrai. La présence de l'enfant rendait tout cela moins intimidant, plus naturel. Ils s'installèrent tous les trois, Apolline entre eux, balançant ses jambes et caressant son renard. Le serveur apporta un chocolat chaud pour la petite, un expresso pour Damien, et renouvela le thé de Clara. Un silence confortable s'installa, troublé seulement par le gazouillis d'Apolline qui racontait à Rousseau tout ce qu'elle voyait. « Je dois vous avouer quelque chose », commença Damien, ses yeux gris fixés sur Clara avec cette intensité qu'elle avait remarquée dans l'avion. « J'ai été complètement dépassé dans cet avion. Apolline et moi revenions d'un voyage à Londres, un voyage d'affaires que j'avais essayé de combiner avec du temps père-fille. Mauvaise idée, comme vous avez pu le constater. » Il marqua une pause, semblant peser ses mots. Son doudou Pompon, c'était le dernier cadeau que sa mère lui avait offert avant notre divorce. Pour Apolline, le perdre,
C'était comme perdre une partie de sa maman. Et moi, stupide que je suis, je pensais pouvoir régler ça comme je règle les problèmes au bureau, avec de la logique, des solutions pratiques, des substituts. Clara écoutait, et quelque chose dans son regard devait l'encourager à continuer, car il poursuivit. Je suis doué pour diriger une entreprise, pour prendre des décisions qui affectent des milliers de personnes, pour naviguer dans des négociations complexes. Mais quand il s'agit de ma propre fille, de ses émotions, de ses besoins, il secoua la tête. Je me sens souvent perdu, complètement perdu. Vous l'aimez, dit doucement Clara. Cela se voit. L'amour ne vient pas toujours avec un mode d'emploi. Damien la regarda avec surprise, comme si personne ne lui avait jamais dit quelque chose d'aussi simple mais aussi profond. Non, effectivement. Et vous, vous avez su exactement quoi faire, quoi dire. Comment? Clara haussa les épaules, mal à l'aise avec le compliment. Les livres, dit-elle finalement. Toute ma vie, j'ai vécu à travers les livres. Les personnages, leurs peines, leurs joies, j'ai appris de leurs histoires. Et les enfants? Ils sont comme des histoires vivantes, vous savez? Honnêtes, directes, sans les masques que nous apprenons à porter en grandissant. Vous travaillez avec des enfants, avez-vous dit dans l'avion? Je suis bibliothécaire, répondit Clara, dans une petite bibliothèque de quartier à Lyon. Je fais l'heure du conte pour les enfants 2 fois par semaine. C'est ma partie préférée du travail. Quelque chose passa dans les yeux de Damien, pas du mépris ou de la condescendance pour son travail modeste comme elle l'aurait peut-être craint, mais quelque chose qui ressemblait à du respect, voire de l'envie. Cela doit être merveilleux, dit-il, d'avoir un travail qui nourrit l'âme. Il rit doucement, un son sans humour. Moi, je passe mes journées dans des salles de conseil, à parler de croissance, de part de marché, de valorisation. Parfois, je me demande si j'ai oublié ce qui compte vraiment. Apolline, qui s'était momentanément désintéressée de leur conversation pour observer un chat qui traversait la rue, se tourna soudainement vers Clara. « Tu peux raconter une autre histoire ?» demanda-t-elle avec espoir. « Une histoire de Rousseau ?» Clara jeta un regard interrogateur vers Damien, qui hocha la tête avec un sourire. « S'il vous plaît, dit-il, j'aimerais beaucoup l'entendre aussi. » Et ainsi, dans ce café parisien, sous le marronnier doré par l'automne, Clara raconta une histoire. Elle parla de Rousseau le renard qui vivait dans une bibliothèque magique, de ses aventures entre les pages des livres, de son amitié avec une petite fille courageuse qui lui avait appris que parfois, les plus belles histoires sont celles que nous vivons nous-mêmes. Apolline écoutait, captivée, et Damien aussi, bien qu'il regardait moins Apolline et plus Clara elle-même, fasciné par la transformation qui s'opérait en elle quand elle racontait. La timidité s'effaçait, remplacée par une passion tranquille, une grâce naturelle. C'était comme regarder quelqu'un devenir pleinement lui-même. Quand l'histoire se termina, Apolline applaudit avec enthousiasme, et plusieurs clients du café, qui avaient écouté malgré eux, souriaient. « Encore ?» demanda Apolline, mais Damien secoua doucement la tête. « Nous avons pris assez du temps de Mademoiselle Fontaine, ma chérie. »« Clara !» corrigea doucement celle-ci. « Appelez-moi Clara, s'il vous plaît. »« Alors vous devez m'appeler Damien, » répondit-il avec un sourire. Ils restèrent encore 1 heure, parlant de choses et d'autres, de Paris, de Lyon, des livres que Clara aimait, du travail de Damien expliqué en termes suffisamment simples pour qu'elle comprenne, mais sans la condescendance qu'elle aurait détestée. Apolline dessina sur une serviette en papier, créant un portrait de Rousseau entouré de cœurs. « Je ne vous ai pas raconté la meilleure partie, » dit soudainement Damien. « Apolline, montre à Clara ce que tu as fait. » La petite fille hocha vigoureusement la tête et fouilla dans le petit sac à dos que Damien avait apporté. Elle en sortit un carnet de dessin, l'ouvrant à une page marquée. C'était un dessin maladroit, mais touchant, une silhouette féminine aux cheveux châtains, tenant la main d'une petite fille, avec un renard orange entre elles. « C'est nous », expliqua Apolline fièrement. « Toi, moi et Rousseau. Papa m'a aidé à écrire. La dame gentille qui a arrêté mes larmes. » Clara sentit sa gorge se serrer d'émotion. Elle avait reçu des remerciements auparavant, des parents reconnaissants à la bibliothèque, des notes de gratitude pour les programmes qu'elle organisait. Mais rien, jamais, ne l'avait touchée aussi profondément que ce simple dessin d'enfant. « Je peux le garder ?» demanda-t-elle, sa voix légèrement tremblante. « C'est pour toi », confirma Apolline, « pour que tu te souviennes de nous. » Le temps s'écoula plus vite que Clara ne l'aurait cru possible. Le soleil descendait lentement dans le ciel, peignant Paris de nuances dorées et roses. Damien regarda sa montre et soupira. « Nous devons y aller », dit-il avec regret évident. Apolline a un cours de danse dans 1 heure. Ils se levèrent, et cette fois, ce fut Damien qui sembla hésiter, cherchant les mots justes. « Clara », commença-t-il, «
Je sais que nos vies sont très différentes. Je sais que vous retournez à Lyon après le mariage de votre sœur et que je serai pris par le travail comme toujours. Mais j'aimerais beaucoup rester en contact. Si vous le souhaitez aussi, bien sûr. Clara le regarda, cet homme puissant et accompli, qui semblait soudainement vulnérable, et réalisa quelque chose qui la surprit elle-même. Elle le souhaitait aussi. Pas romantiquement, elle n'était pas assez naïve pour cela. Mais il y avait une connexion authentique ici, une compréhension mutuelle de la solitude, de la lutte pour être à la hauteur dans les domaines qui comptent vraiment. « J'aimerais cela », dit-elle simplement. Le sourire qui illumina le visage de Damian valait tous les discours du monde. Apolline les enlaça tous les deux simultanément, ou essaya du moins, ses petits bras ne pouvant pas tout à fait atteindre. « Tu viendras nous voir à Paris ?» demanda l'enfant avec espoir. « Tu pourras lire d'autres histoires ?»« Peut-être », dit Clara. Et pour la première fois de sa vie, elle envisageait réellement de sortir de sa zone de confort, de voyager, de maintenir des liens au-delà de sa vie soigneusement circonscrite à Lyon. Ils échangèrent leurs coordonnées, numéros de téléphone, adresses e-mail. Damien insista pour payer l'addition malgré les protestations de Clara. Puis vint le moment des adieux. Ces moments toujours étranges quand on ne sait pas exactement comment finir une rencontre qui a été plus significative que prévu. Finalement, ce fut Apolline qui décida, enlaçant Clara une dernière fois avec toute la force de son petit corps. « Merci », murmura-t-elle. « Merci pour tout. » Clara la serra en retour, puis se redressa et tendit la main à Damian. Mais au lieu de la serrer, il la prit doucement et y déposa un baiser respectueux, un geste d'une autre époque mais parfaitement approprié au moment. « Merci », dit-il. Et ces simples mots portèrent le poids de bien plus que de la gratitude pour un geste dans un avion. C'était un remerciement pour avoir vu au-delà de sa réussite, pour avoir reconnu sa vulnérabilité, pour avoir traité sa fille avec tant de douceur. Clara les regarda s'éloigner dans la rue, Apolline tenant la main de son père d'une main et Rousseau de l'autre, se retournant pour lui faire de grands signes jusqu'à ce qu'ils disparaissent au coin de la rue. Elle resta là un moment, tenant le dessin d'Apolline contre son cœur, sentant quelque chose en elle qui avait changé, subtilement mais profondément. Le mariage de Mathilde, 2 jours plus tard, fut magnifique. Exactement le genre de célébration romantique qu'une sœur pouvait espérer pour l'autre. Clara survécut aux festivités avec plus de grâce qu'elle ne l'aurait cru possible, portée peut-être par une nouvelle confiance fragile mais réelle. Dans le train qui la ramenait à Lyon, alors que la campagne française défilait par la fenêtre, Clara sortit son téléphone. Il y avait un message de Damien envoyé la veille. Apolline demande si Rousseau a des frères et sœurs. Elle pense qu'il doit être seul maintenant que vous êtes parti. Clara sourit et répondit « Dites-lui que Rousseau a toute une famille dans une bibliothèque à Lyon et qu'ils attendent son retour avec impatience, mais qu'il sera toujours son gardien de rêve, peu importe la distance. » La réponse vint rapidement. Cela la rassure, et moi aussi, étrangement. Le monde semble moins solitaire quand on sait qu'il y a quelqu'un quelque part qui comprend. Bon retour chez vous, Clara. De retour dans son appartement à Lyon, entourée de ses livres familiers, de son fauteuil près de la fenêtre, de sa routine confortable, Clara réalisa que quelque chose avait changé. Sa vie n'était plus un refuge contre le monde extérieur, mais une base à partir de laquelle elle pouvait s'aventurer, prudemment peut-être, mais avec une ouverture nouvelle. Elle accrocha le dessin d'Apolline sur son réfrigérateur, à côté des rares photos de famille qu'elle conservait. Et le lundi suivant, lors de l'heure du conte à la bibliothèque, quand les enfants lui demandèrent une nouvelle histoire, elle leur raconta l'aventure de Rousseau le renard et de la petite fille courageuse qu'il avait rencontrée dans le ciel. Les messages avec Damien devinrent réguliers mais jamais intrusifs. Des photos d'Apolline avec Rousseau, des recommandations de livres, des pensées sur les défis de la parentalité et de la vie en général. Il n'y avait pas de romance, pas de promesse d'avenir, mais quelque chose de peut-être plus précieux. Une amitié authentique née d'un moment de vulnérabilité partagée. 3 mois plus tard, Clara reçut un colis. À l'intérieur se trouvait l'édition vintage de Jane Eyre, qu'elle avait admirée chez le bouquiniste parisien, accompagnée d'une carte, parce que les beaux livres trouvent toujours leur lecteur au bon moment. Avec toute notre gratitude, Damien et Apolline. Et dans ce geste, Clara reconnut la vérité qu'elle avait toujours connue mais jamais pleinement embrassée. Les plus belles histoires ne sont pas toujours celles qu'on lit dans les livres, mais celles qu'on écrit avec les actes de gentillesse, avec le courage d'être vulnérable, avec l'ouverture de laisser les autres entrer dans nos vies, même quand cela nous terrifie. Elle ouvrit le livre à une page au hasard et tomba sur ces mots de Charlotte Brontë. « Je ne suis pas un oiseau et aucun filet ne m'emprisonne.
Je suis un être humain libre avec une volonté indépendante. » Elle sourit, reconnaissant enfin sa propre vérité dans ces mots immortels. Elle était Clara Fontaine, bibliothécaire, introvertie, amoureuse des livres et des histoires, et elle était exactement là où elle devait être, même si ce « là où » incluait maintenant des connexions inattendues, des amitiés improbables, et la possibilité toujours présente que la vie réserve encore des surprises. Dans un avion quelque part entre Londres et Paris, elle avait offert un petit renard en peluche à une enfant en détresse. En retour, elle avait reçu bien plus qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le rappel que parfois, les plus petits gestes de compassion peuvent créer des ondulations qui transforment des vies, la sienne comprise. Et c'était, pensa-t-elle en caressant la couverture du livre précieux, une très belle histoire.